Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus sur French Retro Vintage, le podcast dédié aux univers rétro et vintage. Je suis Angie, votre présentatrice, et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode, le premier de 2020. Pour commencer, un petit point s'impose. Tout d'abord, je tenais à vous souhaiter une très belle année 2020 en espérant qu'elle vous apporte beaucoup de bonheur et vous permette de réaliser vos projets. Pour cette nouvelle année, j'ai décidé de travailler davantage sur le podcast et mon organisation. Depuis que j'ai lancé le podcast en septembre, j'ai dû apprendre à m'organiser. Il faut avouer que j'ai eu une période un petit peu difficile au niveau personnel fin 2019 avec plusieurs déménagements, dont un de l'Angleterre vers la France, un changement de travail également, ce qui du coup a beaucoup impacté mon travail sur ce podcast, mais je pense que ça m'a au moins permis d'apprendre à mieux m'organiser pour l'avenir. Mes objectifs pour le podcast en 2020 sont tout d'abord de diversifier le contenu, ce que je vais faire dès ce mois-ci, comme vous l'entendrez d'ici peu, par exemple en vous proposant des débriefs d'événements autour du vintage et des tests. J'aimerais aussi, comme cela m'a été demandé à plusieurs reprises, réaliser des interviews live des invités dans les mois à venir. Cela demande une petite organisation au niveau logistique, mais je pense que cela doit être possible. On m'a demandé également si je comptais réaliser des vidéos, étant donné que le podcast est hébergé sur YouTube. Le choix de YouTube comme plateforme pour mes podcasts vient tout simplement du fait que c'est une plateforme que je connaissais déjà auparavant car j'ai tenu une chaîne YouTube il y a quelques années et du coup c'était plus simple pour moi d'utiliser une plateforme que je connaissais déjà plutôt que de me lancer dans l'apprentissage d'un nouveau système spécifiquement lié au podcast. Sincèrement, je ne pense pas que je serai capable de proposer du contenu vidéo de qualité et de façon régulière, donc je ne préfère pas vous promettre quoi que ce soit à ce niveau-là, même si j'espère pouvoir vous proposer par exemple des vlogs d'événements rétro-vintage auxquels je me rendrai dans les mois qui viennent. En revanche, j'ai d'ores et déjà prévu d'investir dans les mois à venir dans un meilleur micro, ce qui devrait déjà contribuer à l'amélioration du contenu. Le micro que j'utilise actuellement est celui de mon téléphone portable et même si la qualité reste tout de même raisonnable pour un téléphone, ce n'est pas optimal pour du contenu type podcast. Et comme toujours, si vous avez des améliorations à me proposer, des choses que vous voulez voir au niveau du contenu, des thèmes que vous souhaitez que j'aborde ou des conseils à me donner, n'hésitez pas à me contacter via l'adresse mail que vous trouverez en barre d'informations. Et maintenant, sans plus tarder, je vous propose de commencer ce nouveau numéro. Ouvrons cette année 2020 avec un nouveau numéro de Back to the Past, le segment dans lequel je vous parle d'un élément du passé, qu'il s'agisse d'un événement, d'une personnalité ou tout simplement d'un fait historique. Pour ce mois de janvier, j'ai eu envie de vous présenter non pas une personnalité ou un événement, mais plutôt une expérience dans une activité bien particulière, le tricot. Alors oui, le tricot, même si on l'associe à une activité pas forcément très excitante de petites mamies qui tricotent des chaussettes au coin du feu, est cependant une activité qui existe depuis toujours et qui s'est modernisée ces dernières années grâce au développement de la mode du DIY. Mais ce dont je souhaite vous parler aujourd'hui, ce n'est pas simplement le tricot de manière générale, mais plus spécifiquement du tricot en rapport avec le vintage. J'ai appris à tricoter lorsque j'avais une dizaine d'années. C'est ma mamie qui m'a initié à cette activité et depuis presque 18 ans maintenant, je n'ai pas arrêté de tricoter et de faire du crochet. Écharpes, bonnets, gants, plaids, pulls, accessoires, sans être une pro, je pense que je suis tout de même plutôt débrouillarde dans ce domaine et que je m'en sors pas trop mal. Lorsque j'ai commencé à me lancer dans la mode du rétro et du vintage il y a maintenant près de 2 ans, je suis souvent tombée sur des articles de blog ou des magazines avec des patrons pour tricoter des modèles de gilets, pulls ou autres sur un côté un petit peu rétro. Ça m'a amené à faire davantage de recherches sur le tricot vintage. Je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis que le tricot et le travail de la laine de manière plus générale font partie du quotidien des hommes de nombreuses civilisations depuis des siècles. Au début du XXe siècle, le tricot était particulièrement important en temps de guerre. Les femmes étaient encouragées à tricoter des chaussettes, par exemple, ou des écharpes pour les soldats, mais de manière plus vaste, le tricot était un moyen de faire des vêtements sur mesure, pratiques, tout en restant à la mode, et c'était pour les familles modestes, une source réutilisable. Ma grand-mère, qui a grandi dans une famille plutôt modeste, m'a par exemple parlé plus d'une fois des pulls qui étaient devenus trop petits, dont on réutilisait la laine pour faire par exemple des chaussettes ou pour associer plusieurs laines de plusieurs pulls différents pour refaire une nouvelle tenue plus au goût du jour. Tout comme ce fut le cas pour la couture, des modèles de tricot étaient largement diffusés par courrier sous la forme de catalogues par exemple, avec des modèles pour toute la famille et toute occasion. Vêtements d'été, d'hiver, pour les soirées habillées ou même pour le sport. Et c'est au cours de mes recherches sur le tricot
au début du XXe siècle que je suis tombée sur deux sites internet absolument passionnants qui m'ont permis de tester le tricot vintage. Il s'agit des sites Free Vintage Knitting et Free Vintage Crochet dont vous trouverez les liens en barre d'informations. Ces sites compilent une mine d'informations absolument impressionnante. Une large quantité de modèles classés en diverses catégories, des vêtements au linge de maison, des photos d'anciens catalogues et des informations techniques sur les aiguilles, les tailles par exemple. Au cours de l'année qui s'est écoulée, j'ai donc décidé d'utiliser ces patrons disponibles gratuitement et dans la langue de Shakespeare, dont certains remontent aux années 30, pour me tricoter non pas un ni deux, mais bien 3 pulls vintage, ainsi que plusieurs écharpes et bonnets parfaits pour l'hiver. Alors que retirer de cette expérience? Les points positifs sont pour moi assez nombreux. Tout d'abord, en épluchant le site, j'ai été assez surprise de voir à quel point les modèles étaient dans l'ensemble constitués de points relativement simples. Si vous avez des notions de base dans le crochet ou le tricot et que vous savez faire par exemple au tricot du point mousse, du jersey, de l'endroit et de l'envers, vous pourrez déjà réaliser des choses très sympathiques, notamment au niveau des accessoires, puisque de nombreux modèles d'écharpes sont basés sur ces points très simples. En plus, sur YouTube, vous avez de nombreuses vidéos pour vous aider par exemple pour l'assemblage et les finitions. Autre point que j'apprécie sur ce site, la diversité des modèles. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, certains modèles remontent jusqu'aux années 30, mais vous avez aussi une vaste variété de modèles qui viennent des années 40, 50, 60, 70, ce qui vous permet de piocher des choses en fonction de votre décennie de prédilection. En plus de ça, si vous avez envie de tricoter des choses pour des enfants, vous trouverez des accessoires, vous trouverez des gros projets comme des plaids ou des vêtements type gros pulls, etc. Vous trouverez également. En plus de ça, les deux sites sont régulièrement mis à jour avec de nouveaux catalogues. Les sites sont également très documentés avec des onglets qui aident notamment pour la conversion des aiguilles en US et UK ou européennes et un guide un petit peu détail qui peut vous aider. Comme les modèles sont plus issus de plusieurs catalogues, vous avez également la possibilité, lorsqu'un modèle vous plaît, d'avoir le lien du catalogue précis dont il est tiré pour trouver les autres modèles qui en viennent également si vous voulez qu'on vous constitue une panoplie ou un ensemble de vêtements et accessoires qui viennent du même catalogue. Là où les choses deviennent un peu plus compliquées en revanche, c'est dans le système de taille. Certains patrons sont extrêmement détaillés avec des tailles et même des mensurations précises, mais d'autres n'ont pas cet avantage. Il faut en effet parfois se contenter d'une vague taille, ce qui n'est pas évident car en plus la majeure partie des modèles sont issus de parutions britanniques, donc il faut aussi connaître sa taille britannique. Mais en plus de ça, il faut aussi prendre en compte le fait que ces tailles sont des tailles anciennes. Par exemple, je sais que je fais un petit 44-42, voire un 40 en fonction des marques, mais on va dire un 42, ce qui correspond en général à un 12-14 en taille anglaise moderne selon les marques. Et ce taille 14 12-14 correspond à un 14-16 en taille vintage. Mon conseil donc, pour éviter de tricoter quelque chose, d'y passer des heures et de vous rendre compte qu'au final c'est trop petit ou trop grand, c'est de bien faire les échantillons qui sont souvent conseillés au début des patrons pour vérifier que la taille correspond bien, et aussi de prendre un modèle avec une laine qui vous plaît plus ou moins ou autre, de tester ce modèle et de voir si la taille est bonne et ensuite de réutiliser cette taille pour les autres modèles à l'avenir. Vous pouvez aussi commencer tout simplement par des accessoires puisqu'il ne faut pas vraiment une taille précise, par exemple pour des écharpes ou des bonnets, et où vous penchez sur des modèles où les mensurations sont indiquées, vérifiez vos propres mensurations, avec un maître à couture par exemple, et vous lancez dans ce projet-là. Je pense que les choses seront un petit peu plus simples en faisant de cette façon. À noter également, comme j'ai dit plus haut, que ces sites sont en anglais et que cela peut être un problème si vous avez du mal avec la langue de Shakespeare, ou tout simplement si vous n'avez pas l'habitude de la terminologie anglaise du tricot. Une chose qui peut être utile pour vous aider, c'est de regarder par exemple des vidéos YouTube de personnes qui font des bases de tricot ou de crochet en anglais, et également aussi vous avez beaucoup de blogs qui font par exemple des colonnes avec anglais, français pour voir là, un petit peu la correspondance. Et également, faites attention par contre si par exemple vous êtes déjà habitué à faire du tricot ou plus particulièrement du crochet dans la langue de Shakespeare, faites attention également puisque vous le savez peut-être, les terminologies américaines ne sont pas les mêmes que les terminologies anglaises. Donc ça c'est également des choses à prendre en compte. Donc une fois qu'on connaît tous ces points positifs et négatifs, on peut quand même faire beaucoup de choses avec ces sites. En ce qui me concerne, j'ai non plus tricoté pas mal de modèles, donc comme je l'ai mentionné, 3 pulls que j'ai postés sur mon Instagram personnel au cours des mois, mais également beaucoup d'accessoires comme des écharpes ou des bonnets ou même des gants. Je suis très contente des résultats et je vous les repartagerai sur Instagram pour que vous puissiez un petit peu voir à quoi ça ressemble. Et je vous conseille également, si vous avez envie de vous lancer dans le tricot, le crochet, qui s'inspire donc de vieux vêtements ou de mode un petit peu passé,
de tout simplement regarder même des magazines actuels de tricot ou de crochet ou de regarder des vidéos YouTube ou des blogs, puisqu'il est très fréquent que des modèles soient ce qu'on appelle inspiration rétro ou avec un côté rétro. Ça arrive très fréquemment et vous pourrez trouver des pièces qui peuvent vous plaire et qui sont un petit peu inspirées de mode vintage. Et si jamais vous connaissez une ressource française ou si vous avez des patrons rétro que vous avez envie de partager avec la communauté, n'hésitez pas à me contacter par mail ou via mes réseaux sociaux pour me le faire savoir et je le repartagerai à la communauté. Il est à présent temps de nous pencher sur notre second segment Métro Boulot Rétro. Le mois dernier, je vous ai parlé d'un film, à savoir le film Midway sur l'attaque éponyme de la Seconde Guerre mondiale. Au passage, je n'ai toujours pas eu l'occasion de voir le film et vous avez été plusieurs à me confirmer que vous aviez eu également beaucoup de mal à trouver une salle qui diffusait le film autour de chez vous. Donc comme quoi, je ne suis pas la seule. Comme je vous ai parlé donc de cinéma il y a à peine quelques semaines, je n'avais pas forcément prévu de vous reparler tout de suite de ce sujet. Mais en ce début d'année, j'ai eu l'occasion de voir sur grand écran une nouvelle adaptation d'un roman que j'aime beaucoup, Les 4 filles du Docteur March, ou, dans sa version originale, Little Women. Ce roman, publié en 1868, est le plus célèbre de Louisa May Alcott, qui s'est inspirée en partie de son enfance avec ses 3 sœurs, pour raconter les aventures de Meg, Jo, Beth et Amy. Je pense que vous êtes nombreux à connaître l'histoire, soit parce que vous avez lu le roman ou vu l'une des nombreuses adaptations, mais pour résumer très sommairement l'intrigue, nous suivons ces 4 sœurs au caractère très distinct à travers leurs aventures sur fond de guerre de sécession. Meg est douce, portée sur la famille, Jo est déterminée à écrire et à faire carrière dans ce domaine, Beth est d'une frêle constitution et l'âme musicale de la famille, et Amy est quant à elle très belle et elle le sait, elle est même un petit peu vaniteuse. La vie modeste de ces demoiselles est chamboulée par l'arrivée de Laurie, petit-fils du riche voisin. Et on suit donc l'histoire de ces différents personnages de l'enfance à l'entrée dans l'âge adulte. Cette adaptation de 2020 est signée Greta Gerwig, dont c'est le 2e film solo en tant que réalisatrice et qui a aussi à son actif une très belle carrière d'actrice. Si je n'ai pas vu son premier film, Lady Bird, sorti en 2017, j'en ai cependant entendu beaucoup parler, notamment pour Saoirse Ronan, une actrice montante qu'on retrouve ici dans le rôle de Jo. Le reste du casting est composé d'un mélange d'acteurs confirmés comme Meryl Streep, Laura Dern ou encore Bob Odenkirk, des acteurs que l'on voit beaucoup ces dernières années comme Emma Watson ou James Norton, qui jouent le couple Meg-Mr. Brooke, et enfin des acteurs qui sont soit des étoiles montantes comme Saoirse Ronan, que j'ai mentionné un peu plus haut, ou bien sûr le célèbre Timothée Chalamet que l'on voit partout depuis Call Me By Your Name, et des acteurs débutants. Depuis sa sortie, le film reçoit un bel accueil critique avec déjà des nominations notamment aux Golden Globes, ainsi qu'un bel accueil public. Avant de vous donner mon avis complet sur ce film, je ne peux pas passer à côté d'un petit historique des multiples adaptations de ce roman. Je vous préviens tout de suite, je ne les ai pas toutes vues et pour cause, elles sont très nombreuses. Comme beaucoup de romans très populaires, type Orgueil et préjugés, Little Women a fait l'objet de nombreuses adaptations, et ce dès les débuts du XXe siècle, avec une première pièce de théâtre à Broadway en 1912. Au cinéma, il est intéressant de constater qu'à presque chaque évolution technique du cinéma, il y a une adaptation de Little Women qui va avec. Par exemple, on a d'abord donc un premier film en 1917 qui est considéré comme un film perdu, puisqu'il n'a été impossible de retrouver les bobines, et un second film l'année suivante pour ce qui est du film muet. En 1933, George Cukor, notamment connu pour A Star is Born 1954 ou encore My Fair Lady avec Audrey Hepburn, fait un carton avec son adaptation parlée cette fois dans laquelle Jo est jouée par une autre Hepburn, la célèbre Katharine Hepburn. 15 ans plus tard, c'est au tour de la couleur avec un nouveau film avec Elizabeth Taylor au casting. Bien sûr, la télévision n'est pas en reste et ce dès les années 1950. Les États-Unis, le Royaume-Uni, mais aussi le Japon avec des versions animées, proposeront en effet des adaptations en mini-série du roman. La première adaptation que je me souviens avoir vue en rediffusion à la télévision est une version cinéma de 1994 avec Winona Ryder et Kirsten Dunst, qui jouent respectivement Jo et Amy. C'est un film dont j'ai gardé un bon souvenir, même si ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Alors, que dire de cette nouvelle mouture 2020 ? Eh bien, mon avis est globalement positif, même si j'ai quelques réserves à émettre. Commençons d'abord par le positif. Premièrement, j'ai beaucoup aimé le casting de ce film dans son ensemble, avec un gros coup de cœur pour le duo de tête, Saoirse Ronan et Timothée Chalamet, 2 acteurs très frais et qui campent très bien, selon moi, les rôles de Jo et Laurie. J'ai découvert Timothée Chalamet dans The King sur Netflix, et depuis, j'ai un coup de cœur pour cet acteur. J'ai appris qu'il allait prochainement apparaître dans une adaptation d'un roman que j'aime énormément, qui est probablement d'ailleurs dans mon top 3 des meilleurs romans du monde, à savoir Dune de Frank Herbert, et ça me tarde de voir ce film et de voir Timothée Chalamet dedans. Le reste du casting n'est pas en reste, même si je trouve que certains personnages masculins sont un petit peu passés au second plan, notamment les 2 rôles joués par James Norton et Louis Garrel, un acteur avec lequel j'ai un petit peu toujours eu du mal, mais que je trouve quand même assez bon dans ce film. En plus d'un joli casting, j'ai trouvé que le film avait de très belles images. J'ai vu beaucoup de critiques qui parlaient du fait que certaines scènes ressemblaient même à des tableaux au niveau des couleurs, et je dois dire que je suis assez d'accord.
On a une belle utilisation de la lumière qui est chaude pour rappeler le passé dont Joe est très nostalgique, par exemple, en contraste aux images du temps présent, pardon, qui sont beaucoup plus froides, presque bleues et qui font écho à la situation un peu plus difficile des héroïnes. Pour ce qui est de l'histoire, on retrouve dans l'ensemble l'intrigue du roman et les diverses étapes et épisodes marquants. L'esprit du livre est généralement bien conservé, ce que j'apprécie. Par contre, j'avoue ne pas être une très grande fan du choix du montage. En effet, le film alterne tout le long entre des scènes du présent et des scènes du passé. C'est un choix qui se défend, mais personnellement je ne suis pas amatrice de ce genre de découpage, sauf s'il sert pour un plot twist final et s'il est très bien géré. C'est un découpage qui marche en effet très bien par exemple pour de la science-fiction, mais j'ai trouvé que ici ce n'était pas forcément le cas. Au contraire, comme les actrices semblent avoir toujours un petit peu le même âge, on a du mal à situer dans quelle scène se passe à quel moment, et je n'ai pas trouvé que c'était un montage qui était très pertinent pour l'histoire. J'ai aussi trouvé que le film manquait un petit peu de profondeur dans la façon dont les thèmes étaient traités, un peu comme si les personnages étaient en permanence sous une grosse dose de caféine et qu'ils pétaient le feu tout le temps, même dans les moments qui étaient un petit peu tragiques. J'ai trouvé en fait que l'ensemble manquait un peu de subtilité. Certains me diront, oui, mais Little Women, c'est un livre qui est à destination des enfants, donc c'est normal qu'il soit léger et qu'il n'est pas vraiment un côté dramatique. Mais en réalité, quand on lit le livre, ou même quand on voit certaines des anciennes adaptations, c'est beaucoup plus profond que ça. On a quand même le sujet de la guerre de sécession, avec donc du coup la thématique de l'esclavage, mais aussi plus présente encore la thématique du rôle de la femme dans la société et le fait que son bien-être physique sa sûreté dépend de son mariage et du fait qu'elle fasse un bon mariage. En plus de ça, j'ai vu le film en version française et j'ai trouvé que le doublage était un petit peu trop over the top, dans le sens où les voix sont presque tout le temps criardes, comme si les personnages faisaient que de s'enflammer en permanence. On dirait un petit peu que la consigne était d'être vraiment tout le temps au fond de l'énergie, et du coup on ne sent pas vraiment les nuances du jeu des personnages. Mais malgré ces points négatifs, j'ai tout de même plutôt bien aimé ce film, une adaptation assez réussie en ce début d'année, et si jamais vous avez eu l'occasion également de le voir, j'aimerais beaucoup avoir vos avis. Comme pour chaque épisode, je vous propose de conclure avec la présentation de notre invité du mois. Et je poursuis mon tour de mes correspondantes avec Andrea, que vous connaissez peut-être sur Instagram sous le pseudonyme de Lovely Miss Dédé. Et elle a très gentiment accepté de répondre à mes questions. Je la remercie d'ailleurs pour son aide et pour son temps pour m'aider à préparer ce petit portrait. Andrea, surnommée Dédé par ses amis, a 23 ans. Elle est française et elle étudie en Master 2 dans les ressources humaines, un master pour lequel elle fait également une alternance. Elle est fan de chats et de Disney, deux points que j'ai en commun avec elle, mais c'est surtout sa passion du rétro et du vintage qui nous intéresse aujourd'hui. Andrea est particulièrement fan des années 40 à 60 avec un coup de cœur particulier pour les années 50. Cette passion pour le rétro et le vintage lui vient de loin puisqu'elle se souvient s'être passionnée dès l'enfance pour les vieilles voitures, type Renault 4L ou 2 chevaux. Un intérêt qu'elle a pu développer auprès de sa tante, dont la cuisine était décorée de ces fameuses plaques en métal avec des pin-up, par exemple, ou en regardant des films comme Fenêtre sur cour, ou bien sûr Retour vers le futur, une référence qui revient très souvent dans ce podcast, vous l'aurez remarqué, ça vaudrait peut-être le coup que je fasse un épisode dessus. Cependant, elle n'a pas osé se lancer tout de suite dans l'aventure des looks rétro et vintage, par timidité, mais elle a fini par sauter le pas en novembre 2018. Comme elle le dit, elle se cherche encore un petit peu au niveau de son style puisqu'elle débute un petit peu dans ce milieu, mais elle gravite tout de même vers des looks inspirés par deux de ses icônes, Doris Day et Grace Kelly, dont la classe et la sobriété lui plaisent beaucoup. Parmi les pièces préférées d'Andrea, on retrouve les grandes belles robes en tulle pour les grandes occasions, et pour le quotidien, les jupes, tartan ou en crayon, et les cardigans. Tout ce qu'il faut pour constituer des looks indémodables dans de jolis tons pastels, un petit peu la marque de fabrique d'Andrea, comme vous le constaterez si vous allez sur son Instagram. Comme toujours, j'ai demandé à Andrea quels conseils elle pouvait donner aux gens qui aimeraient se lancer dans ce style vestimentaire. Ce qu'elle m'a répondu a fait écho à ma propre expérience lorsque j'ai débuté. En se lançant, elle a foncé sur les sites de tout un tas de marques de reproduction pour acheter tout ce qu'elle pouvait pour se constituer rapidement une garde-robe. Au final, elle s'est surtout rapidement retrouvée avec des vêtements qui ne lui correspondaient pas vraiment ou qui n'allaient pas forcément les uns avec les autres. La recherche et l'introspection pour mieux connaître ce qu'on aime et le style qui nous correspond le mieux sont clés. Elle conseille aussi de regarder dans son armoire, parce que même des pièces modernes peuvent bien coller avec un look rétro. Elle conseille également d'investir dans des basiques comme les jupes, gilets et chemisiers qui peuvent facilement aller ensemble. C'est une autre astuce que je trouve vraiment très utile. Ce sont de bons conseils, et si pour l'instant elle aimerait poursuivre dans le domaine des ressources humaines, elle n'exclut pas non plus à l'avenir la possibilité d'ouvrir un magasin de vêtements rétro et vintage, ce que je lui souhaite. Un autre sujet que je voulais aborder avec Andrea, puisque c'est un point que je n'ai pas encore eu l'occasion d'aborder dans le podcast, c'est celui des défilés et concours de pin-up. En effet, Andrea a eu l'occasion au cours des derniers mois de participer à quelques événements de ce genre.
et comme j'en ai jamais fait pour l'instant, je voulais avoir un petit peu son ressenti. Je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, elle a un caractère assez timide et les défilés sont pour elle un moyen d'affronter cette timidité et de s'affirmer. Malgré le stress et l'adrénaline, ces expériences sont très positives pour Andrea. Contrairement aux concours de beauté habituels auxquels on pense, il y a un vrai sentiment de bienveillance générale et des encouragements motivants qui sont renforcés par l'absence de critères comme la taille, le poids, le style pour participer habituellement à des concours ou des défilés. En tout cas, je suis très admirative de ses participations et j'espère qu'elle continuera à se faire plaisir dans d'autres événements. En tout cas, je tenais à terminer ce portrait en vous encourageant fortement à aller faire un petit tour sur le compte Instagram d'Andrea pour lui laisser un petit commentaire gentil, un petit mot, un petit like, parce qu'Andrea est probablement une des personnes les plus gentilles que j'ai pu rencontrer en 2019 ou dans ma vie de manière générale. Elle a toujours un mot gentil pour tout le monde, elle encourage tout le monde dans la communauté et c'est une présence absolument positive sur Instagram, ce qui fait un petit peu défaut parfois. Et du coup, je ne peux que vous encourager à lui rendre à l'appareil et à lui apporter aussi des encouragements dans cette aventure rétro. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie encore Andrea pour sa participation à ce podcast et je vous remercie pour votre écoute et j'espère que cet épisode vous a plu. Avant de terminer, je le dis tout de suite parce que je pense qu'on va me poser la question. Effectivement, il y aura un segment Peaky Blinders le mois prochain. J'avais prévu de le faire en ce mois de janvier. Mais j'ai acheté fin décembre le livre officiel qui vient de sortir, By Order of the Peaky Blinders, et je voulais absolument le terminer pour pouvoir vous en parler dans ma revue en fait de la série, dans ma présentation de la série. Donc ne m'en voulez pas trop, ça arrivera le mois prochain, ce sera probablement un épisode qui sera en grande partie consacré à Peaky Blinders. Et en attendant, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux ou par mail, tout sera en barre d'infos comme d'habitude. Et en attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.